Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment installer une redondance de pare-feu pfSense sous Hyper-V via le protocole CARP. Alors le but du protocole CARP, c'est d'avoir une seule adresse virtuelle pour vos deux serveurs pfSense. L'idée étant d'utiliser la même adresse de passerelle pour les deux serveurs pfSense sur le côté LAN pour qu'en cas de panne d'un des serveurs pfSense, l'autre puisse prendre le relais. Alors pour ce faire, j'ai dû créer un deuxième serveur pfSense. Dans ma première vidéo, j'en avais déjà fait un. Je vous invite à suivre cette première vidéo pour créer le deuxième. La petite variante, c'est qu'il faudra maintenant ajouter une troisième carte réseau sur les deux serveurs qui sera le lien pour le protocole CARP. C'est cette carte réseau qui fera le lien entre les deux serveurs pour qu'ils puissent continuer à communiquer entre eux. Comme pour les autres cartes réseau, il est important dans les fonctionnalités avancées d'activer l'usurpation d'adresse MAC pour que cela puisse fonctionner. Une fois l'installation faite, nous allons pouvoir passer au paramétrage du protocole CARP sur le pare-feu principal, celui que vous aurez préparé. Voilà, je suis passé sur mon poste client où j'ai accès à mes deux pare-feux pour lesquels j'ai fait ma préparation de base comme dans la première vidéo. J'ai ici le 192.168.10.1 qui est le SRV VPF1, donc pare-feu 1, et j'ai ici le 10.2 qui est le PF2. Donc ce sera le PF1 qui sera le serveur maître. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que dans le pare-feu, ici, si je vais voir les règles, et que je vais voir les règles là, on peut voir les règles que j'ai créées dans la précédente vidéo. Si je vais dans le pare-feu 2, et que je vais dans les règles, je vois au même endroit qu'il n'y en a aucune de créée. La première étape, ça va être de paramétrer de façon à ce que notre pare-feu 1 soit le maître et réplique toutes les configurations vers le pare-feu 2. Pour cela, il va falloir attribuer déjà les nouvelles cartes réseau qu'on a créées pour le protocole CARP. On va aller dans Interface, Assignments, et là on va voir qu'il y a une nouvelle carte réseau de disponible, donc HN2. Donc là on va pouvoir faire ajouter, et si on clique dessus on va pouvoir l'activer, et en description vous allez pouvoir noter CARP1, comme ça on saura que c'est l'interface dédiée au CARP. On va devoir la paramétrer en IPv4 en fixe, le but étant que les deux pare-feux puissent communiquer. On va donc forcément les mettre sur le même réseau. Si on descend sur l'IPv4, c'est là où vous allez devoir paramétrer une adresse. Vous choisissez un réseau dédié à ça, un VLAN si vous en avez. Le but étant vraiment que ce soit un réseau uniquement utilisé pour la communication entre les deux pare-feux. Donc moi je choisis un réseau différent de mon réseau LAN. Je vais par exemple prendre le 192.168.50 et là je vais reprendre le point 1 puisqu'ici c'est le pare-feu en 10.1. N'oublie pas ici de changer le masque, par défaut il est en /32, là on va le mettre en /24 et on va valider. On n'oublie pas d'appliquer les changements. Pendant que ça s'applique, on va faire la même manipulation sur le pare-feu 2, Assignments. On ajoute la carte réseau, on la modifie, ce sera CARP2 cette fois. Statique IPv4 et 192.168.50.2, puisqu'ici je suis sur le pare-feu en 10.2. Et j'oublie pas à nouveau de changer le masque. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme réseau en fonction de votre réseau justement, mais vous mettez bien un réseau qui est accessible par les deux pare-feux, puisque le but encore une fois c'est qu'ils communiquent entre eux. Et je sauvegarde et j'applique. N'oublie pas de vérifier que la case Enable Interface est bien cochée, et ensuite on repasse sur le pare-feu 1 pour paramétrer la haute disponibilité via le protocole CARP. Alors haute disponibilité en anglais c'est High Availability, donc en système vous allez retrouver ce menu High Availability Sync. C'est là où on va pouvoir déjà paramétrer la synchronisation des paramétrages de votre pare-feu principal vers le pare-feu secondaire. Alors dans ce mode de fonctionnement là, on a une notion de master et slave, le master étant le principal, le slave étant le secondaire. Tout d'abord, on va activer la synchronisation entre les deux, donc c'est simplement la première case à cocher. C'est là où vous devez cocher le fait que votre pare-feu synchronise avec le second. Ensuite, on sélectionne l'interface par laquelle cette synchronisation va se faire. Alors on voit qu'on peut utiliser d'autres interfaces que la CARP, mais on voit également que une interface dédiée, c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est précisé ici. Donc là, on va prendre CARP 1 qu'on a créé plus tôt. Et on doit spécifier l'IP du coup de notre deuxième serveur pfSense vers lequel on veut synchroniser les informations. Donc nous, ce sera le 50.2. Il va falloir ensuite continuer le paramétrage en
utilisant cette fois le protocole XMLR-PC Sync. C'est ce protocole-là qui va permettre de synchroniser la configuration. Le premier permet de synchroniser l'état, on voit qu'il n'y a d'ailleurs pas d'authentification. Le deuxième permet de synchroniser la configuration en temps réel. Donc là, toujours pareil, on va synchroniser vers le 192.168.50.2. Et c'est là on va demander l'authentification, parce qu'il va falloir se connecter à l'autre serveur pour pouvoir faire les paramétrages. Donc là, je vous laisse taper les noms d'utilisateurs et mots de passe que vous avez mis sur le second pare-feu, bien entendu. On peut synchroniser les admins, c'est comme vous voulez. Personnellement, je trouve que c'est plus simple. Moi, on sait qu'on a le même administrateur sur le pare-feu. Et on peut décider de ne pas tout synchroniser. Là, moi, je veux que mes deux serveurs soient parfaitement identiques. Donc là, je vais copier l'ensemble des informations. Une fois que c'est fait, il va nous falloir encore créer une règle de pare-feu pour autoriser ce trafic. Par défaut, le trafic ne passera pas puisqu'on est sur un pare-feu qui ne laisse pas forcément passer tous les trafics. Si je vais sur pare-feu et carpe 1, je vois que je n'ai aucune règle. Pour créer la règle de pare-feu, il va falloir faire ajouter, choisir l'action pass. En termes de protocole, on peut choisir le protocole pfSync dans un premier temps, qui va permettre d'autoriser du coup la synchronisation de l'état. La source, ce sera l'adresse carp, et la destination, ça sera le réseau carp. On peut journaliser les paquets pour être sûr qu'il y ait du trafic. On va maintenant faire de la même manière pour le deuxième protocole de synchronisation qui lui utilise le port 443. Donc on va rajouter aussi une nouvelle règle. Toujours sur l'interface CARP, on va choisir TCP/UDP. La source, ça sera l'adresse CARP. La destination, ça sera sur le réseau CARP. Et le port, ce sera le port 443. Et on peut préciser que c'est synchronisation, configuration. Je valide. Et j'applique les changements. Et à partir de là, mes règles de pare-feu autorisent correctement la communication entre mon serveur principal et mon serveur secondaire. On a maintenant paramétré le transfert de l'état et le transfert de la configuration sur le serveur principal. On va encore paramétrer l'adresse virtuelle. Ce sera donc la nouvelle adresse de passerelle de votre réseau qui regroupera les deux serveurs pfSense. Le but de cette adresse virtuelle, gérée par Carp, c'est d'avoir une seule adresse de passerelle qui en réalité pointe à la fois vers votre premier serveur pfSense et vers le deuxième. Pour cela, il faut faire firewall virtual IP, et le but étant de créer une IP virtuelle pour le côté WAN et une IP virtuelle pour le côté LAN, pour qu'on n'en ait plus qu'une seule des deux côtés. Alors, tout d'abord pour l'interface WAN, on va cocher CARP, on va choisir une adresse fixe qui est dans votre réseau WAN, donc moi je suis en point 1, et ce sera le point 1.250. On sera en /24 de mon côté. Je vais devoir choisir un mot de passe qui sera réutilisé entre les deux serveurs. Je choisis un groupe, il faut que les deux groupes soient les mêmes membres. Il faut que les deux serveurs soient membres du même groupe. Et la description, ça sera carp1. Et on va faire pareil pour l'interface LAN. Toujours carp, le but étant cette fois d'avoir une adresse IP unique au sein de votre réseau local. Moi, je vais prendre 10.254 qui sera du coup ma nouvelle passerelle pour l'ensemble de mon réseau local. Pareil, on retape un mot de passe et on repère bien quel groupe on est membre et ça sera mon carp LAN. Et j'applique les changements. Côté serveur principal, on a tout terminé. Il nous reste une étape à faire sur le deuxième serveur. Je suis bien passé sur mon serveur secondaire, le 10.2, et je vais juste aller dans System, High Availability et cocher la synchronisation de l'état. Je vais valider la synchronisation, je vais sélectionner carp2 et cette fois je vais spécifier l'adresse de mon serveur principal. Le reste, pas besoin de le faire, c'est le serveur primaire qui envoie à ce serveur-là les configurations. Et je valide. Sur le pare-feu 2, il nous reste à autoriser les connexions entrantes pour permettre de réceptionner la configuration via le protocole de synchronisation pfSync. Je vous propose pour cette règle de simplement tout autoriser sur le réseau CARP dans la mesure où dès que la première synchronisation sera faite, l'ensemble de la configuration sera répliqué depuis le premier pare-feu. Alors vous avez juste à sélectionner action pass, interface on sera sur CARP, on travaille en IPv4, en protocole vous pouvez prendre NI, et source vous faites NI, NI et vous validez. Ça permettra d'autoriser le flux entrant sur l'interface CARP
le flux de configuration depuis le pare-feu 1. Une fois que c'est fait et après avoir patienté quelques minutes, vous pourrez voir que la synchronisation a été réalisée depuis le premier pare-feu. Si je compare, j'ai bien les mêmes règles maintenant sur le réseau LAN et sur le réseau CARP. Pareil ici, je vais voir sur le pare-feu 1, on voit que j'ai exactement les mêmes règles. Donc là, nos deux pare-feux sont synchronisés. Et si je vais sur le pare-feu 2 et que je vais dans Virtual IP, on voit maintenant que j'ai bien également les deux IP virtuels paramétrés, de la même manière que sur mon serveur principal. À partir de là, si je vais dans Statut sur le deuxième serveur, dans Statut et que je vais dans Carp, on voit que je suis sur le serveur de backup. Et si je fais la même chose sur le serveur principal, je vois que je suis bien sur le serveur master. Il nous reste une dernière chose à faire, ça va être de vérifier que la bascule fonctionne bien. Alors, je vais revenir sur mon poste client et je vais changer le paramétrage IP. Si vous vous souvenez bien, vous allez devoir faire ça également sur tous vos serveurs et tous vos postes clients, puisque dans les anciennes vidéos, on avait utilisé le 10.1 comme passerelle, donc qui me permet de sortir sur Internet. J'ai mis en IP virtuel maintenant le 10.254. On voit bien là, si je fais un ping, que j'ai bien Internet, hein. Si je fais ping 999, on voit que ça fonctionne. Je vais maintenant mettre en passerelle le 10.254, qui est l'IP virtuel regroupant mes deux serveurs pfSense, et on va déjà vérifier que sans rien changer d'autre, j'ai bien toujours Internet. J'ai bien toujours Internet, et si je fais ping 192.168, 10.254, ça fonctionne toujours. Maintenant, on va vérifier qu'en éteignant le serveur pfSense 1, je continue à avoir accès à Internet. Pour cela, je vais lancer un ping 192.168.10.254-T qui va se faire en continu, et je vais en parallèle éteindre le serveur pfSense 1. On se souvient qu'il est bien en 192.168.10.1. Je le ping bien également. Et je vais en parallèle pinguer le 10.2, comme ça on voit que notre deuxième serveur est bien accessible. Donc là, j'ai mon serveur principal, là j'ai mon serveur secondaire, et là j'ai mon IP virtuel qui regroupe les deux. Je vais aller éteindre le serveur principal. J'ai éteint le serveur principal. On voit que j'ai le 10.1 qui arrête de pinguer, juste ici. On voit que j'ai perdu un ping sur le 10.254, mais on voit que le 10.2 continue à pinguer. Et si en parallèle, je ping Internet, j'ai bien toujours Internet. Si je retourne sur mon serveur pfSense 2 et que je vais voir dans Statut et que je réactualise, on voit qu'il est passé Master. Je vais maintenant rallumer le serveur pfSense 1 et on va repasser le pfSense principal en serveur principal. Mon serveur principal recommence à pinguer, il est bien démarré. Si j'actualise sur le pfSense 2, il est bien repassé en backup. Et mon pfSense 1, si je réactualise sa page, je vais devoir me reconnecter, mais je pourrai aller vérifier qu'il est bien passé en maître. Si je retourne sur mes IP principales, je vois que mon 10.54 continue à pinguer, que mon 10.1 pingue bien, que mon 10.2 pingue toujours bien, et qu'Internet fonctionne toujours bien. J'ai à chaque fois une paire de 1 ou 2 pings, le temps de faire le passage d'une IP à l'autre. A savoir qu'à partir de maintenant, toute modification de règles de pare-feu sera automatiquement répliquée vers le pare-feu secondaire, ou toute modification de configuration sera automatiquement répliquée vers le pare-feu secondaire, y compris le mot de passe, et que tout notre réseau devra utiliser l'IP 10.254 pour correctement fonctionner et correctement profiter de la haute disponibilité. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu comment paramétrer une IP virtuelle regroupant deux serveurs pfSense synchronisés entre eux afin de créer un cluster de serveurs pfSense sous Hyper-V. Grâce à cette solution, vous pouvez maintenant avoir une solution de routeur et pare-feu redondant sur votre réseau local. Je vous invite à regarder la précédente vidéo si vous voulez voir comment paramétrer un serveur pfSense de 0, et je vous invite à suivre la prochaine vidéo pour voir comment créer un serveur VPN sur ces mêmes serveurs pfSense. Bonne journée à tous!